Alors, il nous reste pratiquement, ça c'est la cinquième, ou Oui, la cinquième. la cinquième conférence. Il nous reste 5, 6 et 7, donc 3 pour cette session, quitte à renouveler après en janvier, on verra bien. Alors, ce que j'avais promis pour aujourd'hui, selon le plan du programme que vous avez entre les mains, il nous reste, par exemple, aujourd'hui à développer les différentes formes du chiisme et de sunnisme, puisqu'il s'agit de cet aspect que les conflits du printemps arabe ont pris lorsque une partie de ces pays qui ont connu le printemps s'est transformée en guerre civile. Que ce soit, par exemple, mis à part la Tunisie au début, parce que le gars, il était gentil, il n'a pas voulu brûler le pays, il est parti à la douce, quoi. Il a filé à Zayn al-Abidin Ben Ali. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Hosni Moubarak, pareil, c'est pas parce qu'il était gentil, c'est parce que l'armée, il ne tenait pas l'armée, lui. C'est pas comme Bachar al-Assad qui tient l'armée et qui s'en sert à gogo pour détruire les villes. Et l'armée égyptienne avait ses propres calculs, comme quoi on va mettre en opposition Hosni Moubarak avec les manifestants, et eux, ils vont cueillir les fruits. Sauf que à un moment donné, ils ont été doublés par les frères musulmans qui ont gouverné pendant 1 an, et c'était la catastrophe pour les Égyptiens, et l'armée a pris le pouvoir. Et puisque ceux qui manifestaient parmi les jeunes, à part Facebook, ils n'étaient pas organisés, c'est-à-dire en comparaison avec les frères musulmans qui sont une ancienne organisation très expérimentée, eux avaient l'air d'être des enfants de cœur, quoi, en politique, évidemment, divisés entre eux, etc. C'est ce qui a permis à l'armée de prendre le pouvoir. Ça s'est transformé après, en début de guerre civile, parce que maintenant ça tape fort entre l'armée de Sisi, en Égypte, et les frères musulmans. C'est la vraie guerre. C'est-à-dire, ils font des opérations, les frères musulmans, contre l'armée égyptienne. Et lui, sa priorité dans la vie, c'est de taper sur tout ce qui est intégriste. C'est ce qui empêche l'Égypte de jouer un rôle régional, parce qu'il est très occupé par la situation interne. En Libye, dès le départ, le gars était prêt à brûler le pays parce qu'il a traité les manifestants de tous Al-Qaïda qui étaient dans la rue et que c'est des souris que je vais écraser. Vous avez tous entendu le discours de Kadhafi à l'époque, comme quoi il va les écraser. Ça a mal tourné pour lui, mais déjà la guerre civile était entamée parce qu'il y a une structure tribale qui a fonctionné et on est toujours dedans. Au Yémen, au début c'était un printemps arabe comme tous les autres pays et qui était dirigé surtout contre Ali Abdallah Saleh, le président qui était là depuis 33 ans. Qui avait fait des fortunes, et les gens réclamaient son départ. Et lorsqu'il a vu que ça devenait sérieux au niveau interne et au niveau régional, il s'est plié à l'initiative de l'Arabie Saoudite qui lui a donné une issue à l'époque de quitter le pouvoir, mais de ne pas quitter le pays. C'était peut-être une faute de faire une chose pareille parce qu'il avait le goût du pouvoir et lui, il préparait son fils pour prendre la relève, comme tous les leaders du monde arabe. Chacun a son fils dans le tiroir, quoi. Il le prépare pour
l'héritage. Hosni Moubarak avait un fils aussi. Hafiz al-Assad, il a un fils qu'il a mis au pouvoir juste avant de mourir, quoi, etc. Donc, tout ça, c'est pour dire que ça a tourné, c'est-à-dire Ali Abdallah Saleh, qui a récupéré le pouvoir au Yémen, il a eu recours à des gens qu'il a combattus avant. Les gens qu'il a combattus avant, c'était les Hussites. Les Hussites, c'est une partie de ce qu'on appelle au Yémen le zaydisme. C'est pour ça qu'on doit rentrer dans les détails. Qui sont ces gens-là, etc. Parce que c'est du chinois pour l'opinion publique au Québec ici. De parler de tout ça, on ne comprend rien. Le zaydisme, vous voyez là, il est là. Donc ça fait partie, au Yémen, ça fait 30% de la population. C'est des chiites. Ali Abdallah Saleh lui-même était zaydite, il est chiite. Et pourtant, il était appuyé par l'Arabie Saoudite pour faire une union nationale. Et comme les Anglais ici qui soutenaient Jean Chrétien, qui parlait français, quoi. Voilà, pour dire qu'on n'a rien contre les Français. La preuve, c'est que le Premier ministre du Canada, il est francophone. Mis à part Harper, c'était une tradition au Canada. Et c'était une stratégie à l'anglaise. Et donc, Ali Abdallah Saleh, qui a fait fortune à cause de l'Arabie Saoudite et à cause de la corruption et ce qu'il a mis dans ses poches, on dit qu'il a ramassé 60 milliards de dollars. Donc il s'est rappelé que pour récupérer le pouvoir, il doit faire alliance avec les ennemis d'hier. C'était les Hussites. Donc il a coupé avec l'Arabie Saoudite qui lui a trouvé une porte de sortie honorable du pouvoir. Et il a fait alliance avec les Hussites, ça veut dire avec l'Iran, puisque les Hussites, tout ce qui est chiite dans le monde arabe, est tenu par l'Iran. Budget à l'appui, c'est un pays pétrolier, et des armes à gogo. Les Hussites, c'est une milice chiite au Yémen qui essaye de répéter l'expérience de Hezbollah au Liban, c'est-à-dire de prendre le pouvoir par usure. Par exemple, on prend en otage le frère du président qui a été élu après Ali Abdallah Saleh. Il s'appelle Hadi, Mansour bin Hadi, actuellement le président actuel. Donc son frère, jusqu'à maintenant, il est dans les toilettes chez les Hussites, en otage. Pour vous donner une idée comment ça fonctionne, les milices. Donc, ça me rappelle un peu ce qui se passait au Liban avec les problèmes des otages. C'est-à-dire, je prends en otage des hommes blancs et je téléphone à l'ambassadeur américain pour demander des concessions politiques sur tel ou tel dossier. C'est comme ça qu'il fonctionnait au Yémen, avec l'appui de l'Iran. Et donc, il a fait intervenir l'Iran comme joueur essentiel au Yémen pour faire la guerre à l'Arabie Saoudite. Sauf que là-bas, c'est délicat, c'est la frontière avec ce qu'on appelle les lieux saints de l'islam. C'est-à-dire, si la stratégie iranienne avait réussi à envahir une partie de l'Arabie Saoudite et mettre la main sur la Mecque, par exemple, ben, c'est un peu difficile à avaler là pour les sunnites du monde entier. Parce que le gars en Arabie Saoudite, le roi, son titre officiel, c'est le serviteur des deux lieux saints de l'islam. Les deux lieux saints de l'islam, c'est la Mecque et Jérusalem. C'est son titre officiel. Et donc, s'il est chassé de la Mecque, il va faire quoi? Il va faire Boy Scout à New York. Et tout l'atout de l'Arabie Saoudite, mis à part le pétrole, c'est son rôle comme gardien des lieux saints de l'islam. Chaque année, comme vous voyez à la télévision, il y a des millions de musulmans qui viennent du monde entier en pèlerinage à la Mecque, de l'Indonésie, du Pakistan, de l'Afghanistan, etc. Il n'y a pas que le pétrole là-bas. Il y a un symbolique extraordinaire.
Et ça rentre ici dans le conflit sunnite-chiite. C'est-à-dire, si l'Iran met la main sur la Mecque, ça veut dire c'est le chiisme qui gagne. Vous suivez? Donc, il est temps de crever cet abcès, de savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de sunnites et de chiites. Actuellement, en Syrie, on voit des déclarations tout le temps des Iraniens comme quoi Bachar al-Assad est une ligne rouge. La dernière fois, il y a un responsable là, très proche de Ali Khamenei qui a dit, malgré l'intervention de Poutine en Syrie, mais on n'a pas la même stratégie avec Moscou. C'est-à-dire, Poutine, en intervenant en Syrie, il assure les intérêts de la Russie, alors que nous sommes le gardien du régime de Bachar al-Assad, parce que c'est une ligne rouge. Pourquoi c'est un régime? Parce qu'il n'a pas fait des thèses de doctorat là, comme Être et temps de Heidegger, Bachar al-Assad. C'est parce qu'il est alawite. Alawite, ça fait partie du chiisme. C'est ça la stratégie iranienne. Et donc c'est très important. On ne peut pas tout expliquer seulement par les intérêts économiques qu'en font les marxistes. Ce qui fait le lien organique entre le régime syrien et l'Iran révolutionnaire, elle soutient toutes les révolutions du monde de l'Iran, sauf en Syrie, elle soutient le régime. Voilà. Pourquoi? C'est aberrant. Pourquoi ils soutiennent, par exemple, les chiites de Bahreïn qui veulent se révolter contre le régime qu'ils considèrent comme pas démocratique, alors que, à ma connaissance, le régime syrien de Bachar al-Assad n'est pas plus démocratique que ça. Et pourquoi ils ont dépensé des milliards pour le soutenir? Et ils ont envoyé des soldats. Tous les jours, on voit des morts tués iraniens en Syrie. Il y a quelques généraux ces 2 dernières semaines qui ont été tués en Syrie, malgré l'intervention russe. Donc, le chiisme et le sunnisme est une vieille histoire dans la littérature de l'islam, dans l'histoire de l'islam. Et ça, on va l'aborder à 2 niveaux, si vous voulez. Le premier niveau, c'est le niveau historique et dogme. En quoi ça consiste, ce conflit? Pourquoi ils sont fâchés les uns contre les autres depuis 1300 ans? C'est quand même quelque chose, là. Même les protestants et les catholiques chez les chrétiens, ils ont trouvé un modus vivendi à un moment donné. Alors qu'en islam, c'est une contradiction principale. Et un autre niveau qu'on va aborder, ça va être c'est ce qui va faire le lien avec l'autre partie du cours. Quelles sont les organisations terroristes des 2 côtés, sunnites et chiites, qui travaillent dans les pays arabes qui ont connu un certain printemps? Parce que finalement, c'est une guerre qui s'est transformée, comme on a vu lorsque en Syrie ça se transforme en guerre civile. À qui contre qui? C'est sunnite contre alaouite, avec chacun qui apporte des milices du monde entier pour le soutenir. En Libye, pareil, etc. Au Yémen, c'est pareil. Sachez par exemple que maintenant en Syrie, il y a des Tchétchènes qui se battent, qui viennent de la Russie, la Tchétchénie, qui sont une république affiliée à l'Union fédérale russe, mais qui sont musulmans, sunnites. Ils viennent se battre contre Bachar al-Assad, de Russie. Et ça donne argument à Poutine pour son intervention, comme quoi, lui, il n'accepterait pas que des Russes, des citoyens russes, même si c'est des Tchétchènes, fassent du terrorisme. Parce qu'une fois de retour en Russie, ils vont faire des dégâts. Ça, c'est un de ses arguments. En même temps, on voit que les Iraniens, à part les quelques gardiens révolutionnaires qu'ils envoient se battre en Syrie, et quelques soldats de l'armée iranienne qui sont là, des généraux là qui meurent,
et pas seulement des milices. Ils ont été recrutés des chiites de l'Afghanistan qui viennent se battre en Syrie pour soutenir Bachar al-Assad. Vous savez qu'il y a des chiites en Afghanistan, il n'y a pas que des sunnites. Par exemple, pendant la guerre de l'Afghanistan menée par Bush à l'époque, après le 11 septembre, justement lorsqu'il est allé se battre contre les talibans et Al-Qaïda de Ben Laden, eh bien les Iraniens, ils avaient reçu chez eux des réfugiés chiites afghans qui sont venus en Iran, parce que l'Iran est chiite, parce que le mouvement taliban c'était très radical par rapport aux chiites. C'est un mouvement sunnite en Afghanistan. Et une fois que les Américains sont intervenus en Afghanistan, les Iraniens ont encadré des milliers de volontaires chiites afghans. Ils ont mis ça à la disposition des Américains pour se battre avec Bush en Afghanistan. Pendant qu'on écoutait à la télévision Bush dire que le régime du mal c'est l'Iran, et les Iraniens traitaient l'Amérique de le diable, Shaitan al-Azam, le grand diable. Alors que sous la table, ils avaient une coopération militaire pour se battre en Afghanistan. C'est important. Vous savez par exemple que parmi les gens qui viennent soutenir Bachar al-Assad, il y a des Cubains. On a découvert ça récemment, comme quoi ils considèrent que c'est un régime laïque et allié de Poutine et la Russie, et ils viennent le soutenir au nom d'un certain marxisme. Il y a toute une salade russe là-dedans. Donc, c'est très important de voir ces deux niveaux. Le premier niveau, c'est un aperçu historique sur le conflit qui a toujours opposé depuis 1300 ans, c'est-à-dire depuis la mort du prophète Mohammed, qui a opposé sunnites aux chiites, avec les différentes écoles qui qui ont émergé à partir de ce conflit. Et ça nous donne l'actualité et la topographie de ces forces qui se réclament de quelque chose d'historique. Et le deuxième niveau, c'est de répertorier quels sont les mouvements des deux côtés qu'on a taxés en Occident de terroristes. Il y en a qui s'appliquent, par exemple, cette appellation à quelques... mais il y en a d'autres qui le sont moins. Par exemple, ceux qui ont, parmi les soldats de l'armée de Bachar al-Assad, ont refusé de tirer sur les manifestants. Ils ont fait scission, ils ont quitté l'armée pour former ce qu'on appelle l'armée libre de la Syrie. Je vois mal pourquoi on les traiterait de terroristes, ces gens-là. Ils ont refusé de tirer sur la population civile. Et ça, c'est une force essentielle. C'est ce que Bush ou Obama, je parle toujours de Bush, a appelé l'opposition syrienne modérée. C'est à eux qu'il envoie, par exemple, des couvertures et des armes non défensives. C'est ridicule. C'est comme ça. C'est-à-dire le régime est en train de taper sur eux avec des barils et avec des fusées de partout, et eux, ils reçoivent de Obama des couvertures pour ne pas avoir froid. Là. C'est de la haute politique. Bref. Donc, on commence par le premier point, qui est le point de la doctrine. En gros, lorsqu'on parle du monde musulman, ou du monde arabo-musulman, mais le monde musulman en général, la grande division de ce monde, comme je l'ai déjà mentionné dans le premier des cours, c'est la division entre sunnites et chiites.
Et cette affaire, ça remonte à 632, la mort de Mohammed, le prophète, et la question de la succession. Qui va le remplacer? Parce que Mohammed, c'est d'une part, pour les musulmans, c'est un prophète, mais en même temps, c'est un homme d'État qui a fondé une armée et qui a combattu l'épée à la main. C'est pas comme Jésus-Christ là qui disait que celui qui te gifle sur la joue droite, tu lui tends la gauche. Non, c'est autre chose. Et c'est au nom de cette nouvelle religion qu'il a fait, pas lui, mais ses successeurs ont fait l'expansion de l'islam, ce qu'on appelle les conquêtes de l'islam. L'islam a fait son expansion à partir du 7e siècle et il a pu attaquer deux empires. L'empire byzantin, dans la région périphérique de l'empire, il n'a pas pu attaquer la capitale qui était Constantinople du temps de Mohammed. C'est venu plus tard avec les Turcs. Mais il a pris toute la Syrie, l'Égypte et tout ça, c'était l'empire byzantin. C'est pas moi qui gouvernais là-bas. Moi, par exemple, personnellement, selon ma carte d'identité, je m'appelle, parce que chez les Libanais, on met la religion et de quel rite, plus précisément. Moi, je suis chrétien et c'est marqué, le rite, c'est Melkite. Melkite, c'est-à-dire sujet du Malik. Malik, c'est le Basilus de Byzance. Depuis, je suis un sujet byzantin. C'est-à-dire, ma boutique en matière de religion en Occident, en Orient, c'est pas une communauté confessionnelle, c'est une milla qui n'a reconnu le pape de Rome comme remplaçant de Jésus-Christ qu'en 724. 1724, c'est-à-dire il y a 200 ans. Avant, il était considéré pour nous, en Orient, comme étant l'évêque de Rome, au même titre que mon patriarche. Il a un titre plus large que l'évêque de Rome, mon patriarche. Il s'appelait le patriarche d'Antioche et du reste de l'Orient. Parce que Antioche, c'était la première église qui a été fondée par Saint Paul, juste après la mort du Christ, avant que ce soit à Rome. Rome a connu le christianisme 300 ans plus tard. Avant, tout ce qui est chrétien à Rome était liquidé. Alors qu'il y a 300 ans d'histoire de christianisme d'Orient. Tous les martyrs sous l'Empire romain venaient de l'Orient. Et même Saint Paul et Saint Pierre qu'on a condamnés et qu'on a pendus à Rome, ils venaient de l'Orient, ils ne venaient pas de Suède, là. Ils venaient de Jérusalem. Saint Paul, il venait de Tars, c'est-à-dire au nord de la Syrie. Voilà. Et donc, pour l'islam, la succession du prophète s'imposait, puisqu'il a dit une phrase, un de ses successeurs, c'est très marrant d'ailleurs, dans l'histoire de l'islam, c'est beau. Il avait une fille, le prophète, qui s'appelait Fatima. Il n'a pas eu de garçon. Et Fatima était mariée à Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin du prophète et un de ses premiers adeptes. Et Ali, c'est le fondateur du chiisme, c'est-à-dire les chiites se réfèrent tous à Ali. On va voir pourquoi. Alors, elle, pour tester un peu le nouveau califat, puisque après la mort du prophète,
il y avait deux catégories qui étaient autour de Muhammad. Il y avait ce qu'on appelle les compagnons, c'est-à-dire ceux qui se sont convertis à l'islam dès les premiers jours, lorsqu'il était encore à la Mecque, avant que la famille de Muhammad ne décide de le tuer, parce qu'ils considéraient qu'il hallucinait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prophétie? Et eux qui tenaient le commerce de la Mecque, la Kaaba, même avant l'islam, c'était un lieu qui était rentable, le pèlerinage. Et donc, il y avait les compagnons et il y avait ce qu'on appelle les partisans, c'est-à-dire ceux qui ont rejoint l'armée de Muhammad après, lorsqu'il a gagné. Et au début, les compagnons étaient plus importants parce que c'était les temps difficiles de Muhammad. Il était obligé d'émigrer, de quitter la Mecque parce qu'il était menacé dans sa vie pour aller à ce qu'on appelle Yathrib. On appelle ça Al-Madina en arabe, qui veut dire la ville, où il avait de la parenté là-bas. Et donc, on a choisi, c'est-à-dire après sa mort, comme du temps de Muhammad, c'est lui qui tranchait, mais il avait comme un conseil consultatif autour de lui. C'est ce que Ibn Khaldoun considère que c'est la première forme de démocratie, comme la démocratie de Périclès, en Grèce. Après sa mort, ce conseil s'est réuni. Le conseil, c'est des compagnons, les plus proches de Muhammad. Et ils ont élu un successeur, qui s'appelle Abu Bakr, dont la fille est mariée à Muhammad. Mais ce n'est pas pour ça, il n'est pas de Quraysh, c'est-à-dire il n'est pas, vous dites ici au Québec, de souche. Il n'est pas de souche, c'est un compagnon, c'est-à-dire du commun du peuple à la Mecque. Hein? Alors que Ali, il est de Quraysh, il est le cousin du prophète. Et déjà, il a mal avalé Ali, comme quoi, avant de mourir, Muhammad, on lui a dit à qui va vous succéder? Il a dit celui qui m'est le plus proche. Alors Ali l'a interprété par anthropologie, à la Ibn Khaldoun, comme quoi le plus proche, comme lien de parenté, c'est moi. Je suis son cousin, on a vécu notre enfance ensemble et je suis marié à sa fille. Il n'y a pas plus proche que ça. Alors que Abu Bakr, qui lui tenait la tête en mourant, a dit, moi j'étais le plus proche, là. Géographiquement, là. Il est mort dans mes bras. Et ça a servi comme argument. Et finalement, les anciens compagnons ont décidé que c'est Abu Bakr qui va succéder à Muhammad. Alors, le camp de Ali, ils ont mal avalé la fille de Ali, Fatima, la fille du prophète, Fatima, qui est mariée à Ali. Elle est venue tester Abu Bakr. Et c'est ce qu'on appelle en islam l'histoire de Fidik. Fidik, en islam, c'est un bout de terrain qui était la propriété de Muhammad. C'est là où il se retirait pour aller faire ses prières. Et d'après ce qu'on dit, c'est là où l'ange Gabriel lui dictait les versets du Coran. C'est là l'inspiration. Donc Fidik a un symbolique, comme quoi c'est la propriété du prophète. Alors, Fatima, elle est habile. Elle n'est pas allée dire à Abu Bakr que vous n'êtes pas légal comme successeur de mon père. Elle lui a dit, je veux le terrain de mon père. Parce que c'est la propriété de la famille. Et lui, il a compris, Abu Bakr. Comme s'il cède sur ça, ça veut dire que le prophète donne en héritage, il lègue en héritage une propriété privée. Raison de plus, il va léguer le pouvoir.
la deuxième question qu'elle va lui poser, pourquoi tu es là? Auquel cas? Et il lui a répondu, Inna nabiyina la yurisun, c'est-à-dire les prophètes ne lèguent rien. C'est la propriété de Dieu. Huwa imam. Hein? Abu Bakr imam. Imam? Ben oui, c'est l'imam, c'est-à-dire il a été nommé par le calife, par le prophète pour le remplacer par le... Non, il n'a pas été nommé. Il a été élu. Oui. Ouais. Et le prophète, sa phrase était Aqrabun nasi ilay, c'est-à-dire celui qui m'est proche, a laissé le flou. Donc on ne pouvait pas dire qu'il le désignait à lui. Et c'est ça ce que disent les chiites aussi. Bon, bref. Donc, le conflit commence par ça, à l'origine. C'est-à-dire à qui revient le califat, après la mort du prophète. On a commencé par Abu Bakr. On est en 632. Abu Bakr est le seul qui est mort de mort naturelle, parmi les 4 califats qui ont suivi. Parce qu'il y en a eu 4 qu'on appelait les Khulafa al-Rashidun, les califés bien guidés. C'est comme ça qu'on les a traduits en français. Après Abu Bakr, il y a eu Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, c'est un type parmi les compagnons, mais en même temps c'était un stratège et un combattant. C'est lui qui a initié les conquêtes musulmanes. C'est lui qui a, par exemple, conquis tout de suite Jérusalem. Le Jérusalem actuel, d'après ce qu'on dit lorsqu'il est rentré, pour sauvegarder la spécificité des chrétiens qui vivaient dedans et les juifs, il voulait faire sa prière, il n'est pas rentré dans le temple, ou ce qu'on considère comme le temple, parce que ça c'est à discuter maintenant, l'affaire des événements de la Bible. On revient sur ça après. Il a prié dehors, et on lui a demandé pourquoi tu as prié dehors. Il a dit parce que sur la terrasse, ce qu'on considère maintenant comme la mosquée d'Al-Aqsa, que si je vais rentrer dans l'intime des églises et des synagogues dedans, mes successeurs vont considérer ça comme un droit acquis et ils peuvent réprimer ou détruire les droits des gens qui étaient là. Donc il était pour une formule de modus vivendi. D'où le litige actuel sur à qui revient le Masjid al-Aqsa. Vous suivez actuellement les événements, c'est-à-dire il y a des extrémistes juifs qui rentrent au masjid, à la mosquée de Omar, ça s'appelle le Masjid al-Aqsa, celui de Omar, et qui tabassent les croyants qui sont en train de prier. Et les autres lancent des pierres contre. Et Netanyahou a fait passer une loi en Israël considérant comme ceux qui lancent des pierres comme des terroristes. Donc ça donne le droit à Israël de les tuer. Carrément. Voilà. Donc il y a cette région du monde, tout événement actuel nous renvoie à quelque chose d'historique, comme vous voyez très bien là. Si on ne connaît pas le background historique, on est à côté de nos glaces. Donc Omar, qui a participé à l'expansion de l'islam vers la Syrie et le Liban et tout ce qui est périphérie de l'Empire byzantin. C'était l'œuvre d'Omar. L'Égypte également a été conquise pendant cette période. Et il est mort tué. Comme d'habitude, c'était la première fois que un des courants en islam
considère que l'assassinat politique peut être un moyen de faire de la politique, si vous voulez. Donc si on veut faire remonter le terrorisme dans l'islam, on peut commencer par les califats bien guidés qui ont été tués. Omar a été tué, Ousmane après lui qui a été tué également, Ali ibn Abi Talib, le fameux fondateur des chiites, il a fini par devenir calife et il a trouvé quelqu'un pour le tuer. Dans la mosquée, toujours l'assassinat se faisait un vendredi à l'heure de la prière dans la mosquée devant tout le monde. Et c'est ce que va donner la tradition de ce qu'on appelle en islam, mais beaucoup plus tard, mais en islam chiite, les assassins. Vous avez entendu parler des assassins, non? Qu'on a identifié faussement à ce qu'on appelle al-hashashoun. Ça veut dire, hashashoun, ça vient de hashish, c'est-à-dire la drogue, là, les herbes là, qu'on boit. Vous savez ce que c'est le hashish, non? Le marijuana, comment vous vous appelez là? Parce que moi je viens d'une région qui s'appelle la vallée de la Beka. Le réservoir est là-bas. C'est de là-bas qu'on envoie au Canada et aux États-Unis. Et c'est faux parce que on considère que ces gens-là, on les droguait avant de les envoyer de faire des opérations suicidaires ou quoi que ce soit. C'est pas ça du tout. À l'origine, c'est le nom en arabe, c'est Al-Assassoun. Al-Assassoun, ça veut dire ceux qui s'intéressent à la fondation, les fondateurs ou quelque chose comme ça. C'est le nom arabe, si vous voulez. Alors qu'on a fait dériver le mot assassin d'une traduction iranienne et qui n'a rien à voir. On verra ça plus tard lorsqu'on va parler de la première forme de terrorisme chiite. Ça existe, le terrorisme chiite, non déplaise à Obama. Voilà. Il considère que le terrorisme dans le monde arabe, c'est les sunnites. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que avec l'assassinat de Ali, c'est là où commence, si vous voulez, la guerre civile en islam, entre sunnites et chiites. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, avec la désignation de Ali, à la mort de Ousmane qui a été tué, son adversaire à l'époque, qui était gouverneur de Damas, et de la famille Quraysh, qui s'appelle Muawiyah ibn Abi Sufyan. Abi Sufyan était Quraysh, le père de ce gars-là. Mais il ne s'est pas converti à l'islam, c'est-à-dire il ne croyait pas à la prophétie de Muhammad. Il lui a fait la guerre à Muhammad. Mais son fils était musulman et il gouvernait Damas de la part du califat, puisque Damas était déjà conquis par Omar. Et donc, lui, il réclamait le califat à la place de Ali. Et il a trouvé comme prétexte que Ali, c'est lui qui a commandité l'assassinat de Ousmane, le troisième califat. Et devant une assemblée générale des musulmans, il a sorti la chemise d'Ousmane pleine de sang. C'est pour ça qu'on dit en arabe « Qamis Ousmane », c'est un prétexte comme quoi la chemise d'Ousmane, ça veut dire tu fais porter le chapeau d'un crime à quelqu'un là que tu accuses a priori. Et il a dit à tout le monde que c'est Ali qui l'a tué. Donc je conteste, je casse l'unanimité des musulmans pour le désigner comme califat. Alors, les gens se sont réunis, il dit, on propose l'arbitrage, à qui revient le droit de gouverner. Et Ali, pour éviter une guerre civile, il a accepté l'arbitrage.
C'est-à-dire, l'arbitrage consistait à dire que un des deux sort de sa tente et dit « moi j'abdique pour mon adversaire » et l'autre il va faire pareil. Et c'est aux gens de décider qui va être le calife. Ben, sauf que c'était un piège préparé par Muawiyah. Il était très malin, Muawiyah. Il a dit, allez, tu commences, toi. Ali est sorti de la tente, il a dit, j'abdique au profit de Muawiyah. Et Muawiyah, au lieu de faire pareil, il a dit, j'accepte. Alors, ceux qui se sont fâchés, c'est dans le camp de Ali, qui considérait que le fait d'accepter l'arbitrage, ça veut dire, tu ne crois pas à ta légalité. Et là, on rentre dans la définition, qu'est-ce qu'un imam légal? Comment les chiites considèrent qu'un imam, quelles sont les conditions qu'il doit remplir pour être légal? Donc, on rentre ici dans la doctrine. On a vu que du temps de Abu Bakr, la première condition qu'il doit être de Quraysh n'était pas remplie. Parce que c'était un compagnon, mais ce n'était pas un homme de souche de la tribu du prophète. Son lien de parenté, c'est par le mariage, c'est-à-dire c'est secondaire. Mais Ali considère, et c'est là où les chiites ont bâti leur doctrine, que la première condition pour qu'un gouverneur ou un président de la République, même actuellement, ou n'importe quoi, là, imam à l'époque, la première condition qu'il doit remplir, il doit être min ahl al-bayt, ça veut dire de la maison du prophète, de la tribu de Quraysh, pure laine. S'il n'a pas cette condition, il est du droit des musulmans de déclarer la djihad contre lui. Une fatwa de faire la guerre. Parce qu'il est un gouverneur illégal et injuste. Donc si on veut appliquer ce critère sur les 22 pays arabes actuellement, d'après l'Iran, parce qu'en Iran, la constitution iranienne considère que le gouverneur doit être chiite et imam et de la famille Quraysh. Déjà, de facto. Et tout ce qui est en dehors de ça n'est pas légal. Donc pour eux, a priori, il y a 22 pays arabes dont les présidents ne sont pas légaux. Sauf Ali Khamenei qui est légal, lui qui est en Iran. Parce que lui, il est Quraysh. Il est imam et il prétend descendre du prophète. Il a une généalogie de la famille. Et chez les Arabes, la généalogie, c'est très important. Et chez les humains et chez les chevaux. Un cheval arabe a une généalogie aussi, pur sang. Et les hommes aussi, ils ont une généalogie qui font valoir des droits. Même s'il n'est pas homme religieux. Par exemple, chez les chiites, ce qu'on appelle quelqu'un qui descend du prophète, on l'appelle Sid. C'est les Espagnols qui ont pris le nom Sid. Sid, ça veut dire maître en arabe. Sidi, en Afrique du Nord. Là où s'est déclenché le printemps arabe, c'est dans un petit village, quelqu'un qui s'est brûlé là-bas, s'appelle Sidi Bouzid. Sidi, ça veut dire mon Cid. D'où le Cid de Corneille, qui est inspiré de l'histoire espagnole. Rodrigue et Chimène et tout ça. C'est la traduction d'un mot arabe à l'origine. Donc lorsqu'on dit qu'il est Cid, ça veut dire il est des nobles, il descend de la famille du prophète, avec généalogie prouvée, de père en fils, il peut montrer ça à tout le monde,
avec des historiens qui approuvent, et ça lui donne le droit d'être premier dans les occasions sociales, et pas seulement ça, le droit d'un musulman chiite, dans ce cas, s'il est prospère, c'est de donner le 5e de sa fortune au site. Parce que lui, il représente ce qu'on appelle Baytul Mal, c'est-à-dire le ministère de la finance de l'islam, qui va financer des guerres pour propager la doctrine, etc. Donc il a le droit à ce qu'on appelle le 5e, même s'il n'est pas homme religieux là. Hein? C'est Sid. Donc, une des premières conditions, c'est pour l'imama, pour être imam, c'est d'être de Quraysh d'abord, et deuxièmement, d'être un homme qui connaît la charia, qui connaît les règles de l'islam. Troisième chose, c'est d'être un homme pieux, c'est-à-dire il fait ses prières comme il faut, ses devoirs comme musulman et croyant, une bonne renommée. Et quatrième, c'est Ya'mur bil ma'rouf wa yanhu 'anil, c'est-à-dire il encourage à faire le bien et il empêche les gens à faire du mal. Il y a une traduction pour ça plus brève. Là. Voilà les conditions de l'imam selon les chiites. Donc on voit très bien que le critère pour avoir du pouvoir, selon cette doctrine, c'est très exigeant. Et ça donne c'est pour ça que ça donne une théocratie. C'est pour ça que la doctrine de Khomeini, il a écrit un seul livre, Khomeini, qui s'appelle Le gouvernement islamique. Et c'est une série de conférences qu'il a données à Qom. Qom, c'est la ville religieuse de l'Iran. Et dans ce livre, il définit quelles sont les conditions de l'imama. Et il dit très précisément que même au XXe siècle, lorsqu'il l'a écrit, lui, on considère que celui qui va gouverner, il doit être imam. C'est pour ça qu'on appelle ça en arabe wilayat faqih, le gouvernement de l'imam. L'imam, ça veut dire, ça donne une théocratie. Ça veut dire que celui qui gouverne actuellement, celui qui a le pouvoir, pour faire la nuance entre avoir le pouvoir et gouverner, c'est deux choses différentes. Par exemple, Rouhani, il gouverne, c'est le président de la République, mais ça, on le montre aux touristes. Le vrai pouvoir, c'est chez Ali Khamenei. Ali Khamenei n'a aucune fonction, il n'est ni président de la République, ni rien du tout. Il est l'héritier de Khomeini. C'est l'imam, c'est le Sid, et qui a un turban noir, ça veut dire descendant du prophète. Il peut convoquer le président de la République chez lui pour le gronder, par exemple, pour telle ou telle chose. Le seul titre qu'il porte, c'est le guide spirituel de la révolution. Par exemple, lorsque le Parlement iranien voulait se réunir pour ratifier l'accord nucléaire avec Obama, on attendait le fatwa de Ali Khamenei, s'il est d'accord ou pas. Sinon, ce n'est pas la peine de se réunir. Vous suivez? Donc ça s'appelle, en sciences politiques, théocratie. Désolé, mais ça a un nom. On est au XXIe siècle, là. Bon. Et c'est avec ça que Obama nous promet maintenant de libéraliser le régime iranien, parce qu'ils vont faire du business et des contrats, et que le business et le contrat va changer la structure en Iran. Ça, c'est la théorie d'Obama. On revient sur ça après, pour parler de l'orientalisme américain, le malheureux orientalisme américain dans cette région du monde. Et donc, dans le chiisme,
On commence la grande division, on a dit c'est chiisme, sunnisme. L'enjeu de la division, c'est à qui revient le pouvoir. On a vu très clairement que chez les sunnites, par exemple, je ne suis pas en train de prêcher que tel est plus libéral que l'autre, loin de là. Je raconte objectivement ce qui est. Chez les sunnites, il n'y a pas cette condition pour être imam, c'est-à-dire qu'il doit être de Quraysh, de la famille du prophète. La preuve, c'est que le premier des califés a été élu, non pas parce qu'il est de Quraysh, mais parce qu'il y a eu le consensus de ce qu'on appelle la communauté des croyants. Ils l'ont élu et c'est comme ça qu'il a succédé à Mohammed. Et il n'avait pas besoin d'être prophète non plus, ou d'être docteur ès-lettres de l'université Laval ou là-bas de Qom, par exemple, avec des bouquins en matière de charia. Et donc, c'est tout à fait deux doctrines différentes, si vous voyez. Par exemple, dans le sunnisme, ça a donné, si vous voulez, 4 écoles juridiques. Vous pouvez les noter si vous en avez besoin. Un instant, je vais vous montrer ça. Par exemple, pour le sunnisme, j'ai mis par ordre alphabétique. Il y a le shafi'isme, c'est une école juridique. Un certain Shafi'i qui est l'auteur de ça, si vous voulez. Il y a le hanafisme, ça c'est l'école la plus ancienne en islam sunnite et la plus répandue, surtout dans le monde non arabe. L'Indonésie, l'Asie, le Pakistan, l'Afghanistan et tout ça, c'est du hanafisme et une partie du Mashrek. Beaucoup moins en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, c'est beaucoup plus le shafi'isme ou des fois le malikisme. Le troisième, c'est le malikisme et le quatrième, c'est le hanbalisme. Alors, en gros, pour vous donner une idée, le shafi'isme pour le hanafisme, qui est plus ancien et qui est le plus tolérant, si vous voulez, plus, je ne dirais pas libéral. C'est-à-dire, on voit très bien comment ça se fait un consensus pour la légalité d'un pouvoir. Il y a des sources qu'on considère. Par exemple, il y a le Coran, il y a la Sunna. La Sunna, ça veut dire la tradition, la biographie de Mohammed, comme exemple d'une vie vertueuse et tout. On peut s'en inspirer. Et troisième critère, c'est très important, parce que c'est sous l'influence de la philosophie, la première école philosophique de l'islam, qui est le mu'tazilisme, c'est le qiyas, c'est-à-dire, c'est bien de lire le Coran et de lire les hadiths, c'est-à-dire les gens qui ont raconté la biographie de Mohammed, des témoignages directs ou indirects, mais il faut faire fonctionner la logique. C'est ça la qiyas. Qiyas, ça veut dire la mesure, en s'inspirant d'Aristote. C'est ça la première école philosophique de l'islam. Ça s'appelle mu'tazilisme et qui a laissé ses empreintes sur l'école juridique islamique, essentiellement. Et donc, on revient sur ça tout à l'heure parce qu'on va développer. J'ai pris par ordre ancienneté et la plus répandue, mais par ordre aussi d'extrémisme. Le hanbalisme, c'est le contraire de trois autres. C'est-à-dire ces trois-là, c'est-à-dire le shafi'isme et le malikisme, c'est une interprétation plus ou moins modérée du hanafisme, qui est le modèle de base. Alors que le hanbalisme, c'est la plus doctrinaire, la plus textuelle parmi les écoles. Le fondateur est Ibn Hanbal, et un des théoriciens qui s'appelle Ibn Taymiyyah,
et qui inspire, si vous voulez, cette école inspire ce qu'on appelle le wahhabisme en Arabie Saoudite. C'est-à-dire la famille royale de l'Arabie Saoudite appartient du point de vue de la doctrine à cette école-là, à l'encontre de tout le reste du monde arabe. Je ne connais pas d'autres pays arabes qui ont officialisé le hanbalisme à part l'Arabie Saoudite, si vous voulez. On revient sur ça plus en détail après. Là, on revient au chiisme parce que c'est plus diversifié et plus compliqué. La différence entre... Voilà. La différence entre le sunnisme et le chiisme, c'est que le sunnisme était toujours au pouvoir et le chiisme, à des nuances près ou à des périodes historiques, était toujours l'opposition. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu plus de mouvements de protestation au sein du chiisme que chez les sunnites. Il y a des périodes où le chiisme a pris le pouvoir dans telle ou telle région. Par exemple, la période du Xe siècle, 10e, 11e, 12e siècle, c'était ce qu'on appelle la période fatimide. Fatimide, ça vient du nom de Fatima, la fille du prophète, qui est la conjointe de Ali ibn Abi Talib. Donc les adeptes de Fatima, on les a appelés Fatimides. Et c'est des chiites ismaélites, on va rentrer dans les détails, pourquoi ismaélites et non pas autre chose, et qui ont pris le pouvoir en Égypte pendant X temps, 2 siècles, ils ont fait un empire. Et c'était contemporain, si vous voulez, des croisades dans la région. Et on va voir des liens entre ces mouvements chiites et la naissance des premières formes de terrorisme chiite dans un rapport très étroit avec les Templiers. Ça va vous étonner. C'est une histoire fascinante. Sachez par exemple que le vieux de la montagne, c'était le titre des fédayim, des assassins, qui avait une forteresse à côté de la mer Caspienne en Iran, s'appelle Almout, le château d'Almout, et qui a fait le sujet du roman, du fameux roman de Amin Malouf, Samarkand, si vous avez lu. Eh bien, ça se passe sur le fondateur de cette école-là, il s'appelle Hassan, tout à l'heure je trouverai le nom. C'est le vieux de la montagne, c'est-à-dire il avait formé des disciples et il a adopté comme forme politique de travail politique l'assassinat politique. Mais c'est surtout l'adversaire, c'était moins les croisades, il collaborait avec les croisades, c'était les sunnites turcs et les mongols. C'est ça l'ennemi principal pour lui. Attendez, je vais trouver le nom. Hassan Sadat. Enfin. Bon, donc on rentre dans le chiisme. On a ces écoles-là que j'ai mentionnées, le chiisme duodécimain, le zaïdisme, l'ismaélisme et les alaouites. Et les alaouites, c'est à discuter. Je ne parle pas des alaouites du Maroc, ça c'est des sunnites. Je parle des alaouites du Mashrek. On est dans le chiisme là. C'est-à-dire Bachar al-Assad est alaouite.
c'est une communauté en Syrie qui représente 10% de la population et qui gouverne la Syrie depuis 50 ans. Vous suivez? Hein? Alors, c'est le chiisme le plus répandu, c'est le chiisme duodécimain. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du chiisme à travers le monde, mis à part les alaouites de la Syrie, parce que c'est une exception à la règle, on parle du chiisme duodécimain. Ceux de l'Iran, ceux de l'Irak, les deux grands fiefs du chiisme, ce sont du chiisme duodécimain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui croient à la succession, depuis Ali ibn Abi Talib, de 12 imams, d'où le nom duodécimain. Et ils croient que cette série de imams, ça fait partie de la doctrine, de croire que ce sont des vrais imams, et c'est ça les imams légaux. Alors, on va les nommer pour suivre voilà. Comment je fais ça, Héloïse? Ah, les voilà. Le chiisme duodécimain et les 12 imams. Retenez là la généalogie. C'est de père en fils. Hein. Le premier des imams pour le chiisme, c'est Ali ibn Abi Talib, évidemment. Deuxième, c'est son fils, Al-Hassan bin Ali. J'ai mis tout de suite Ben ça veut dire fils, deux, hein, en arabe. Troisième, Al-Hussein bin Ali. Hussein, c'est le frère de Al-Hassan. La différence entre les deux, c'est que tous les deux ont perdu le pouvoir après la mort de leur père. Et ceux qui ont pris le pouvoir, c'est la branche omeyyade de Muawiyah qui a gouverné à Damas et qui a fait la guerre aux chiites. Et c'est les omeyyades qui ont envahi l'Espagne en 711, qui sont restés jusqu'à 1492, la chute de Grenade. C'est du temps, hein. Et donc, les deux frères, chacun avait une politique différente de l'autre. C'est-à-dire, Al-Hassan, il a trouvé une théorie pour dire « Je sais que Muawiyah n'est pas légal, son gouvernement, à Damas. D'autant plus qu'il a passé le pouvoir, il a légué le pouvoir après sa mort à son fils Yazid, et ça ne se fait pas en islam. » D'après Ibn Khaldoun, c'est une habitude de Rome. Une habitude de Rome, c'est-à-dire une habitude byzantine. L'islam, c'est un conseil consultatif. Tu ne lègues pas le pouvoir à ton fils. La preuve, c'est Abu Bakr, comment il a hérité du prophète Mohammed. Et donc, là, il considère, alors que lui, il réclame que de père en fils, il a le droit au pouvoir. Mais lorsqu'il s'agit de Muawiyah, il n'a pas le droit, lui. Bref, El-Hassan a dit, on ne peut pas faire la guerre contre les Omeyyades parce qu'ils sont trop forts. Lorsque le rapport de force ne le permet pas, mon rôle à moi, comme imam, je ne vais pas demander aux musulmans et sortir une fatwa pour leur dire allez au djihad. C'est comme les envoyer à un massacre. Donc on peut reporter ça à plus tard. C'est-à-dire, quand ça c'est plus tard? C'est la fin des temps. Parce que selon cette théorie-là, après le 12e imam, qui lui va disparaître, c'est exactement, c'est inspiré d'un certain christianisme, le nombre 12 aussi, les disciples du Christ.
Et lui, il a disparu dans des conditions pas très connues. Mohammed al-Mahdi, d'où ton nom, toi, al-Mahdi. Et qui va avoir une résurrection à la fin des temps. Et c'est lui qui va rétablir la justice sur terre. À la John Rawls, si vous voulez, la théorie de la justice. Et donc, d'après la théorie de Al-Hassan, le premier fils de Ali, puisqu'ils sont forts, les Omeyyades, et on ne peut pas leur faire la guerre, donc il faut se plier au fait accompli, et on pratique ce qu'on appelle at-taqiyya. At-taqiyya, ça veut dire montrer une face qui est le contraire de mes croyances. C'est ça, at-taqiyya. De dire, bon, je peux me convertir en soufi, je peux même me présenter comme étant sunnite converti, etc. Mais tout ça, c'est de la blague. Ça ne touche pas à ma vraie conviction intime, que je cache. Donc il y a ce qu'on appelle le zahir et le batin. Le zahir, c'est l'apparence, et le batin, c'est l'intime. C'est ça la théorie de Al-Hassan. Mais cette théorie peut durer une éternité, c'est-à-dire on se fait tabasser et on dit, ça devient comme lorsque Jésus dit, lorsqu'on te gifle sur la joue gauche, tu tournes à droite, c'est la même chose, le ressentiment. Alors que Al-Hussein, et c'est pour ça que actuellement vous remarquez les milices chiites qui se battent dans le Mashriq arabe, surtout en Syrie, leur slogan c'est Al-Hussein, c'est pas Al-Hassan. Parce que Al-Hussein, c'est contre la théorie de son frère. Et il considère que même si le rapport de force n'est pas favorable à moi, imam, à qui me revient le califat, je dois, c'est mon devoir, de appeler les gens à aller se battre, même au prix de se suicider. Ça, c'est une doctrine. Donc, lorsqu'on dit chez les chiites, est-ce qu'il est Husseini ou bien il est Hassani, ça veut dire Husseini, ça veut dire il est combatif, il va faire Fedaïn. Pour ça que à la mout, là, les gens qui vont faire la première forme de terrorisme en islam se réclament de Hussein. Voilà. Ensuite, on a Mohammed ben Ali, Mohammed ben al-Hanafiya ben Ali. Ça, c'est le demi-frère d'Al-Hussein. Quatrième imam, également. C'est mes deux mères différentes. C'est pour ça qu'on l'a nommé au nom de sa mère, Al-Hanafiya. Et son frère, aussi, qui est le fils de Al-Hussein, Ali Zayn al-Abidin ben Al-Hussein ben Ali. D'où le nom du président tunisien qui a prié bagage, il s'appelait Zayn al-Abidin ben Ali, par référence à ça. Mais lui, il a pris la caisse avec lui, avec sa femme. Ensuite, Mohammed al-Baqir ben Ali ben Al-Hussein ben Ali. J'ai mis les noms de le fils de qui pour savoir que c'est la généalogie de père en fils là. Donc il n'y a pas moyen de faire des votes là. C'est désigné depuis l'éternité. Ensuite, Zayd ben Ali ben Al-Hussein ben Ali. Là, les duodécimains continuent à croire aux autres imams. Les Zaïdites du Yémen s'arrêtent à Zayd, d'où leur nom. Zayd ben Ali ben Al-Hussein. C'est-à-dire ceux qui se battent maintenant au Yémen sont des Zaïdites, on dit. Ce sont les disciples de Zayd. Pour eux, toute la généalogie des imams s'arrête au 5e imam, qui est Zayd. Après Zayd, c'est pas légal. Pour eux, ils ne reconnaissent pas les autres. D'où le nom de Zaydisme. Mais il n'y a pas une différence de doctrine, si vous voulez.
La théologie est la même. C'est-à-dire, l'imam doit être de Quraysh et tout. Sauf que il est question que est-ce que ça c'est légal ou pas légal, parce que c'était le fils aîné de son père et que le grand vizir a privilégié le fils cadet. Donc ils se sont fâchés et eux ils ont dit moi je suis toujours le fils aîné et l'autre n'est pas légal. C'est ça. Il s'appelle Zaidi. Ensuite, vous avez Ja'far al-Sadiq ben Muhammad al-Baqir. Celui-là, c'est le 6e imam. Et le 7e, et là ça devient intéressant parce que ça donne la clé du reste, de tous les mouvements dont on parle, Ismaïl ben Ja'far al-Sadiq. Ismaïl, c'est lui qui va donner son nom aux Ismaélites, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on revient à ça. On a Zaydisme, on l'a vu. Qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure? Les gens du Yémen. Hein? Voilà. Zaydisme, c'est ceux du Yémen qui s'arrêtent au 5e imam. Zayd. Les ismaélismes, ils s'arrêtent au 7e imam. Ils croient que Ismaël c'est le dernier des imams et le reste c'est de la foutaise. Alors que les duos des imams croient aux 12 imams en entier. C'est ça les nuances. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est l'ismaélisme. Parce que ça nous concerne de plus près. L'ismaélisme lui-même se subdivise en plusieurs branches. La première branche, qui est la branche arabe, c'est l'ismaélisme fatimite. C'est eux qui ont pris le pouvoir en Égypte. Alors, ils avaient avant ce qu'on appelle Da'iya en Afrique du Nord. Et un des Da'iya qui a rassemblé ses forces pour aller occuper l'Égypte. À un moment donné, il y avait un début de chiisme en Afrique du Nord, mais qui n'a pas eu de suite. Et ils ont fondé l'Empire fatimide. Et il s'est déclaré, le gars là-bas, comme étant califé, rival du califat de Bagdad. Il y avait un califat en bonne et due forme à Bagdad. On est dans les années 800 et quelques. C'est-à-dire, il y avait Haroun Rachid, et l'apogée de la civilisation abbasside, si vous voulez, en Irak. Et lui, il s'est déclaré comme étant un califat qui ne reconnaît pas la légalité de celui de Bagdad. Et il gouvernait l'Égypte et il essayait à partir de l'Égypte de rayonner. Il y a eu, parmi l'ismaélisme, plusieurs écoles. Il y a d'abord ce qu'on appelle Ikhwan Safa. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça, on les traduit en français par frères de la pureté. Ils ont essayé de faire une encyclopédie, longtemps avant Diderot, de rassembler toutes les sciences de leur époque. Ils étaient très influencés par l'école philosophique du mu'tazilisme. Donc c'est une forme de rationalisme de l'islam. Mais ils sont classés parmi les ismaélites. Parce que, à l'origine, c'est ça. Vous avez les Qarmat. Ça, c'est intéressant. Les Qarmat, c'est des gens qui ont lu la République de Platon et ils voulaient l'appliquer sur Terre. Et donc, comme vous savez, dans la République de Platon, il y a à la fin une solution qu'il propose à la démocratie, comme quoi
la République peut se diviser par les intérêts des cousins et de reste là, ou des chicanes à propos des femmes. Donc Platon nous propose la communauté des biens et des femmes, une forme de communisme. Vous avez bien lu votre République, non, de Platon? Eh bien, eux aussi, ils l'ont lu, mais ils voulaient l'appliquer, là, dans leur quartier. Et donc, ils ont formé une république à la Platon, à Bahreïn, actuellement. Ils ont même envahi la Mecque. Ils ont transporté la pierre noire Al-Kaaba à Bahreïn. Et leur règne a duré pendant une centaine d'années. C'est la première forme communiste au sein de l'islam, avant la lettre. On est autour de 950 à 1000, c'est-à-dire 10e et 11e siècle. Pour la communauté des biens, ils ont eu une influence, et des femmes, apparemment sur les croisades. Si vous avez eu l'occasion, ceux parmi vous qui sont initiés à la musique, vous connaissez Karl Orff, Carmina Burana, ça vous dit quelque chose? Vous l'avez écouté, vous l'avez vu en film? Eh bien, Karl Orff, il travaillait sur les anciennes formes de la musique au Moyen-Âge, en Europe. Et il faisait ses recherches. Il est tombé sur un couvent, où il y avait à côté de ce couvent un cimetière. Il y avait des squelettes d'enfants. Et c'était un couvent mixte. Donc il a supposé qu'on se mélange dans ce couvent. Les moines avec les religieuses, et ça donne des enfants là. Et il a fouillé, il a trouvé 3 poèmes laissés dans ce couvent. Un sur la vie, un autre sur la mort et un troisième sur l'amour. Et ce sont les thèmes de Carmina Burana. Et d'après les fouilles qu'on a faites sur ça, c'est que ce sont les rescapés des croisades revenus de l'Orient, influencés par le mouvement Karmat, et ils voulaient appliquer ça dans leur couvent. Ils avaient du mal à s'adapter à aux nouvelles réalités de l'Europe. Ils ont vécu longtemps en Orient, au royaume de Jérusalem. C'est ça les Karmat, si vous voulez, qui est à l'origine ismaélite, comme école. Ben, si vous entendez dire, par exemple, pour justifier actuellement, que le chiisme c'est plus progressiste que le sunnisme, on entend ça maintenant parce qu'on essaye de justifier, surtout dans les médias européens, Le Monde et tout, qui sont parti pris actuellement pour l'Iran et l'accord nucléaire, et ils tapent tous les jours sur l'Arabie Saoudite et tout. Je veux bien. Et si tu es contre le terrorisme, il faut taper sur les deux. Et il ne faut pas mélanger terrorisme, du chiisme et du sunnisme, avec la doctrine du sunnisme et du chiisme. C'est deux choses différentes, là. Il ne faut pas mélanger, là. Alors, l'air de dire que, et puisqu'il y avait communauté des biens dans une école chiite au XIe siècle, et communauté des femmes, ça veut dire c'est du concubinage, et même plus que concubinage, des partouzes, quoi. Et donc c'est plus progressiste comme religion que les sunnites. C'est une façon de dire ça. Et conclusion, donc l'Iran est plus gentil que l'Arabie Saoudite dans le conflit actuel. On saute du coq à l'âne. Voilà. Bon, c'est pas comme ça qu'on analyse, là. C'est de la foutaise. Ensuite, vous avez les Druzes, qui est à l'origine des Ismaéliens aussi. Les Druzes existent actuellement au Liban,
en Syrie, le plateau du Golan qui est occupé par Israël, et en Israël. Et c'est une communauté close, et qui considère, pour dire l'influence du mu'tazilisme aussi, ils considèrent qu'il y a comme source de leur croyance, de leur doctrine, le Coran, et au même titre que le Coran, les deux maîtres, Platon et Aristote. C'est des livres sacrés chez eux. Et ils sont très modernes. Le leader de cette communauté s'appelle Walid Jumblat, le leader druze, dont le père a été tué par des Syriens, Kamal Jumblat. On en a parlé à une des conférences. L'histoire du Liban, jusqu'au XIXe siècle, c'était l'histoire de la montagne druze. Le mont Liban s'appelait le mont Druze, parce que les princes qui ont gouverné le Liban, c'était les Druzes, autorisés par l'Empire ottoman. Ensuite, vous avez les Musta'liyin. Musta'liyin, ça c'est les adversaires des Ismaélites. Parce que le gars, le père d'Ismaël, qui voulait désigner Ismaël comme son héritier à l'imama, et le grand vizir chez lui qui a préféré l'autre, qui était son frère, et marié à la fille du grand vizir, il a pris comme titre, parce qu'il a usurpé le pouvoir, Musta'li. Musta'li, ça veut dire un hautain, celui qui prend les gens d'en haut. Donc ces adeptes, on les a appelés Musta'liyin, les adversaires des adeptes d'Ismaïl, son frère. Ensuite, vous avez les Nizarites, ou Ismaéliens iraniens. C'est eux qui vont former, si vous voulez, la première forme de terrorisme organisé, et qu'on a appelé en Occident les assassins. Et j'ai mis là en bas Nizarites de Syrie et les Assassoun au lieu de assassins. Ça veut dire les fondateurs à l'origine. Comment je peux revenir au texte là, en quittant ça? Je clique sur ça et il y a un texte là qui m'intéresse là, qui est dans le hard disk. Ah, comment on fait maintenant? Ah, voilà, très bien. Très bien. Oui, ça va. Voilà. Islam. Ah, le fondateur des assassins de cette chose qu'on appelle, s'appelle Hassan al-Sabbah. Hassan bin al-Sabbah. C'est lui le premier qui a... Alors, juste... Les Nizarites, c'est-à-dire l'ismaélisme iranien, ceux qui n'étaient pas d'accord avec les Fatimides qui gouvernaient en Égypte, alors que c'est des Ismaélites comme eux, et parce qu'ils étaient adeptes d'Ismaël, etc. Les Nizariens sont une communauté mystique musulmane
chiite ismaélienne, active depuis le XIe siècle. Ils sont aussi appelés Batini ou Baténiens car ils professent une lecture ésotérique du Coran, le Batin étant le côté secret des choses. En 1094, à la suite d'une scission importante dans le chiisme ismaélien fatimide, une nouvelle prédication, da'wa, fut organisée par Hassan al-Sabbah à partir du fort érigé sur le mont Alamout, au sud-ouest de la mer Caspienne. À la fin du Moyen-Âge, le développement de la communauté ismaélienne se poursuivit clandestinement sous le couvert du soufisme et a coïncidé avec l'essor de l'ismaélisme oriental, 25 millions de fidèles de nos jours, avec à leur tête l'Agha Khan. Voilà, ça donne une idée. Et donc, les assassins, je vais vous donner le profil. La secte des assassins a été la première à utiliser la terreur de façon systématique et planifiée comme arme politique contre leurs ennemis sunnites. Cette secte ismaélienne, issue du chiisme, a beaucoup fait rêver en Occident, notamment sur le lien entre hachachines et assassins, ce qui est faux. Inspirant un beau roman à Vladimir Bartol, Alamout, source indirecte d'un jeu vidéo célèbre, Assassin's Creed, elle a survécu jusqu'à notre époque, les Agha Khan en étant devenus les chefs spirituels. Les assassins vus par l'Occident. En 1175, un envoyé de l'empereur Frédéric Barberousse écrit « Sachez qu'aux confins de Damas, d'Antioche et d'Alep, il existe dans les montagnes une certaine race de Sarrasins qui, dans leur dialecte, s'appelle Hassissini. De leur prime jeunesse jusqu'à l'âge d'homme, on apprend à ces jeunes gens à obéir à tous les ordres et à toutes les paroles du Seigneur de leur terre, qui leur donnera alors les joies du paradis, etc. Voilà. Donc c'était en gros la partie, si vous voulez, doctrinaire, comme j'ai dit tout à l'heure, inachevée parce que je n'ai parlé aujourd'hui que pratiquement des chiites, parce que c'est plus diversifié en matière de doctrine. On va essayer la prochaine fois de terminer avec les sunnites, du point de vue doctrinaire aussi, quitte à ce qu'on puisse aborder aussi la semaine prochaine les organisations sur place et qui s'inspirent de telle ou telle doctrine et qui se battent, qui prennent un rôle effectif dans les conflits des pays qui ont connu ce qu'on appelle le conflit du printemps arabe. Voilà.